Face à face avec un décideur économique, voilà un autre rendez-vous de ce 22-23 avec Luc Évrard. Bonsoir Luc. Bonsoir Wendy. Et votre invité ce soir, Paul Hermelin, directeur général de Capgemini, le leader européen des services informatiques et du conseil. Et oui, et quand Capgemini réalise une grosse opération, Paul Hermelin vient tout de suite en parler sur Europe 1, merci. En l'occurrence, il s'agit de l'acquisition du leader brésilien des services informatiques, leur Capgemini à eux, au Brésil. Ça s'appelle CPM Raxis, et vous allez donc danser la samba ensemble. Bonsour. Écoutez, Capgemini avait depuis pas mal de temps lancé une marche vers l'Orient. On avait ouvert l'Inde, où on est maintenant très nombreux. On était un peu en retard en Amérique latine. On a commencé là-bas en 2008, mais c'était faible. Donc, on voudrait des clients locaux. Ce n'est pas une base de production, comme on dit, de l'offshore. Hein. Ce n'est pas pour utiliser des Brésiliens pour les clients français. Comme vous le faites suédois. en Inde, par exemple. Ouais. Ça, c'est plutôt en Inde. Encore que les Français, c'est plutôt au Maroc, par exemple. Mais non, là, on est sur les clients brésiliens. Et juste pour vous donner une chose qui m'a surpris quand je l'ai regardé, le marché brésilien de services informatiques, c'est 2 fois plus que le marché chinois. Hein, donc, dans ce qu'on appelle les briques, c'est de loin le plus gros. Le marché brésilien, c'est quasiment 50% du marché d'Amérique latine. Donc, c'est un gros marché avec des grosses entreprises, des grosses banques, des grandes prises de télécom, une croissance à 2 chiffres. Ouais, donc, une acquisition orientée croissance, orienté emploi, avec un acteur qui a déjà très bien réussi, puisqu'il était en croissance de 20% au premier semestre. Oui, CPM vous apporte une belle force de frappe, puisqu'il y a déjà 5500 salariés là-bas, 200 clients dont Cisco, c'est quand même important. Il fait de vous d'un seul coup le numéro 5 au Brésil. Hein. Absolument. Alors, les 4 premiers sont américains. Donc, alors, quelque part, vous avez noté que ce n'est pas habituel qu'on fasse une joint venture. D'habitude, on aime bien être maître chez nous et on achète à 100%. Là, on a pris 55%. Avec une option pour le reste. Bien sûr. Pourquoi en 2 étapes? D'abord parce que comme on ne connaît pas ce marché, moi, une des choses qui m'a rassuré, pour dire les choses, c'est que tous les actionnaires sont restés. C'est-à-dire que chaque actionnaire doit céder 55% des titres qu'il détenait, mais tous les actionnaires sont à nos côtés et vont nous aider à rencontrer des clients et nous épauler dans une société qu'on ne connaît quand même pas très bien. Il y a de la confiance, quoi. Voilà. Par contre, ce qu'on ne sait jamais dans une joint venture, c'est est-ce que le mariage va fonctionner. Donc, on a une option pour tout prendre dans 3 ans. Mais aujourd'hui, il y a par exemple des plus grandes banques brésiliennes au capital, toujours, qui est un des gros clients, qui s'appelle Bradesco. J'ai tout de suite été les voir. Anecdote d'ailleurs, parce que moi, ça m'a un peu fasciné. Le comité exécutif travaille dans un bureau paysager sans secrétaire. Alors, donc, pour forcer tous les membres du comité exécutif à travailler ensemble. J'ai trouvé ça... Plutôt bon signe. On pourrait s'en inspirer d'ailleurs. Oui, c'était pas mal. Il y a une vogue en France en ce moment pour les achats brésiliens. Vivendi dans le téléphone, LVMH dans le luxe. Tout le monde y va et se renforce. C'est vraiment l'un des marchés d'avenir. C'est le tigre du moment. Plusieurs remarques. D'abord, les compétitions deviennent difficiles en Asie, où il y a beaucoup de monde. Deuxièmement, on réalise que le Brésil va bien, il va même très bien, que c'est une économie qui a domestiqué les à-coups politiques. Vous voyez des élections en ce moment, personne ne craint quoi que ce soit, c'est plus un événement. Et puis, ils ont trouvé du pétrole et ils s'affirment comme une superpuissance. Ils ont des ambitions régionales sur le continent mondial. Il y a des grandes sociétés brésiliennes. La plus grande société de bière au monde, c'est une société brésilienne. On verra des avions brésiliens Embraer. Non, c'est un grand pays, un grand client. Et alors, apparemment, la bourse vous fait confiance puisque votre action s'est bien comportée. Ça veut dire qu'elle apprécie l'opération et son prix surtout. 233 millions pour 55%, ça n'a pas l'air si cher. Non, c'était rentable, en forte croissance. Une année de chiffre d'affaires, c'est un prix raisonnable. Si on avait voulu acheter cette société en Chine ou en Inde, ça aurait été plus cher. Vous vous rappelez, au début de l'année, nous avions une trésorerie de 1300 millions. On est assez optimiste pour la fin de l'année. Donc, vous voyez, là, on a un peu écorné nos réserves, mais on fera d'autres mouvements. Justement, oui, il en reste de la trésorerie. Vous avez déjà aussi racheté pendant l'été une petite société suédoise, pas de la même échelle, Xvader, qui est spécialisée dans les compteurs intelligents pour l'énergie. Là encore, apparemment, une opération très prometteuse. Vous visez quoi maintenant? Écoutez, deux, trois choses. D'abord, on vise quand même un peu la Chine. On a 1400 personnes en Chine, c'est pas assez par rapport à la taille du groupe. Bizarrement, 25 000 personnes en Inde, 1400 personnes en Chine, on sent bien que c'est pas juste. Proportion, là, oui. Voilà.
Aux États-Unis, il nous faudrait nous renforcer un jour. Il faut trouver des choses intelligentes. À un moment, le dollar remontait. Je me suis dit, il faut y aller vite. Là, ça se stabilise, c'est un peu mieux. Et puis, il y a tous ces nouveaux business models, tous ces nouveaux métiers. Vous parlez des compteurs intelligents, tout le domaine de l'énergie intelligente. Il y a des domaines autour du cloud qui peuvent faire des petites équipes. On n'a pas besoin de taille. Le groupe, maintenant, 100 000 personnes, ça va, c'est bien. On ne cherche pas à courir pour la taille. Mais on a besoin de savoir-faire. Et donc, au premier semestre, discrètement, on avait acheté quelques boîtes. Je pense qu'on va continuer. Des petites choses très ciblées, des savoir-faire qu'on n'a pas. Et au premier semestre, puisque vous en parlez, les résultats étaient plutôt encourageants pour vous. Hein, la croissance est là quand même. Oui, on attend donc maintenant une croissance au deuxième semestre. On est parti fin juillet dans une ambiance assez joyeuse quand même, avec d'ailleurs une seule petite interrogation qui était les clients de l'administration, c'est avec les programmes qu'on attend d'économies, les économies sur la dépense publique. Et vous pouvez les y aider. Absolument. Le climat est en train de se clarifier, je pense. Maintenant, on a un autre petit nuage avec une interrogation qui est l'économie américaine. Donc, j'ai un peu fait le point ces derniers jours. Il y a toujours un bon flux d'affaires aux États-Unis. Une petite remarque. Nos clients aux États-Unis signent des affaires un peu plus petites. Ils ne s'engagent pas pour des très grands projets. Ils signent des petites affaires, des petits contrats, mais ce qu'on appelle le pipeline, qui est le flux d'affaires qui arrive, est bon. Donc on est toujours assez optimiste pour le deuxième semestre aux États-Unis. Encore, mais on voit bien, les clients ont un petit peu d'attentisme, le wait and see, de se dire on ne va pas s'embarquer dans des très grands trucs. C'est là qu'est l'interrogation en ce moment. Oui, c'est ça. Merci Paul Hermelin pour cette vision du monde de Capgemini. Merci. Merci beaucoup Luc Évrard. Merci monsieur pour ce teint brésilien que vous pouvez retrouver aussi, je vous le signale, en vidéo et en podcast audio sur notre site europe1.fr, l'interview écho de Luc Évrard. Merci messieurs.